Bien le bonjour à vous tous. Eh bien aujourd'hui nous allons démarrer notre résumé de Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine. Bien, alors je rappelle ici les liens, d'accord, donc ces liens ils concernent les élèves surtout du lycée marocain mais aussi des élèves d'autres pays. Donc nous avons ici cette leçon, elle est disponible aussi en arabe, donc toutes mes leçons je les explique séparément, dans deux vidéos séparées, une fois en arabe et une fois en français, d'accord, pour les bons élèves, pour les élèves qui ont des difficultés. Bien, alors, tout d'abord, s'il vous plaît, excusez-moi, tout d'abord, ce premier chapitre, bien sûr, dans le premier chapitre, on trouve toujours l'incipit. Alors, je tiens à expliquer la différence entre incipit et situation initiale, d'accord. Je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué pour les élèves du bac libre, alors je me permets de le faire ici. Donc, alors, tout simplement, l'incipit, c'est tout début de récit. La façon dont démarre le récit, les premiers paragraphes écrits d'un récit sont l'incipit. La situation initiale, c'est le début des événements, de ce qui s'est passé. Donc, parfois, l'auteur choisit de laisser le début jusqu'au milieu de la narration. Il peut ne pas commencer avec le début des événements. Il peut commencer par des événements au milieu de l'intrigue du récit et revenir plus tard pour vous parler du début du récit. Donc, tous les récits ne commencent pas par une situation initiale. Il y a des récits qui commencent, comme on dit, in media res, c'est-à-dire dans le feu de l'action. Mais tout début de récit est un incipit. L'incipit, c'est l'ouverture de la narration, quel que soit le type de cette ouverture. Et on a un mot qui n'est pas très utilisé, l'excipit. L'excipit, c'est toute fin de la narration. Bon, et l'incipit, ce mot, oui, pour les gens, d'accord, les habitants en France ou bien en Europe généralement, le mot incipit est un peu étrange, ils disent incipit. Ils le prononcent en latin, et si vous revenez à l'explication au dictionnaire, vous allez trouver que les deux prononciations sont justes. Donc on peut dire l'incipit, on peut dire l'incipit. Nous au Maroc, nous avons l'habitude de dire l'incipit. Alors maintenant, l'incipit, généralement l'incipit, il présente les enjeux d'écriture. Pourquoi est-ce que l'auteur écrit un récit? Deuxième chose, les caractéristiques du genre. Par exemple, une autobiographie, je vais trouver des indications montrant qu'il s'agit d'une autobiographie. Ici, c'est un écrit de roman maghrébin. On va trouver aussi des indications montrant qu'il s'agit d'un roman maghrébin. Et il présente le cadre spatio-temporel par lequel l'auteur choisit de démarrer son récit. Donc, et on trouve ici le cadre spatio-temporel plus les personnages. Mais l'incipit peut concorder avec la situation initiale et présenter une situation d'équilibre. Il peut ne pas concorder, présenter une situation qui n'est pas d'équilibre, une situation de déséquilibre. Ici, le roman démarre de façon normale. Khaireddine appartient presque à la génération, à la deuxième génération d'écrivains marocains. La deuxième génération, elle a démarré réellement en 1980, mais dès 1970, on a les prémices de cette génération. Et la deuxième génération, normalement, c'est une génération d'émigration. La deuxième génération d'émigration, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la naissance d'une génération en France, une génération qui n'est pas née au Maroc et qui a émigré en France, mais qui est née en France. Alors, normalement, cette génération ne devrait pas être
appelée génération de beurre avec un seul R ou bien génération d'émigrés, c'est une génération française. Pourquoi? Parce que les gens qui habitent en France maintenant, on trouve des gens qui ont des origines allemandes, des gens qui ont des origines italiennes, des gens qui ont des origines nord-européennes, mais ces gens-là, on ne dit pas ce sont des Allemands, bien on dit ce sont des Français, d'accord? Mais pour les émigrés, on veut toujours considérer qu'ils ne sont pas de vrais Français et malheureusement, ces gens, ils vivent une déchirure. En France, ce sont des émigrés et au Maroc, ce sont des vacanciers, c'est-à-dire ce sont des Français venus au Maroc. Ils ne sont nulle part réellement chez eux. Leur vrai chez eux, c'est la France, là où ils sont nés. Parce qu'on appartient tous à la terre dans laquelle on est né. Donc leur vrai chez eux, c'est la France, mais... Bon, maintenant, ces gens, on continue à considérer la plupart des écrivains de la deuxième génération, ce sont des Français. Mais on continue à considérer qu'ils sont des immigrés, on dit que ce sont des écrivains maghrébins. On a le problème inverse, le problème des gens qui sont nés au Maroc, dans des pays maghrébins, mais qui ont des origines françaises, ou bien qui ont vécu la plupart de leur vie dans des pays maghrébins. Et malheureusement, on considère que ce ne sont pas des écrivains maghrébins. Donc, alors, c'était une petite introduction, mais je vais vous parler à la fin de l'explication de cette œuvre. Je vais vous faire une étude sur l'œuvre et je vais vous faire une introduction sur la littérature maghrébine. J'ai choisi de la laisser à la fin pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est qu'il faut d'abord que je termine mes œuvres. D'accord? Le résumé de ces œuvres, je dois les terminer avant l'examen pour les élèves du bac libre. Si je n'ai pas le temps avant l'examen, je vais faire cette étude et le reste après. Mais je crois que le principal pour les élèves du bac libre, c'est pas de connaître les caractéristiques du roman maghrébin maintenant et faire l'étude vraiment de l'œuvre, parce que cette étude, pour l'autobiographie, pour les personnages, pour schéma narratif et pour le reste, vous allez trouver ça sur Internet. Le principal pour ces élèves, c'est bien sûr, de comprendre l'œuvre, de suivre l'œuvre, de connaître les événements de l'œuvre. Donc, et le résumé que je vous fais, c'est un résumé fidèle à l'œuvre. Je ne fais pas un simple résumé, mais je fais une décortication de l'œuvre. Je suis l'œuvre et j'essaie de trouver les idées principales de cette œuvre. D'accord? Donc, pour chaque chapitre, je suis les idées du chapitre. Je vous donne un résumé qui respecte l'ordre donné par l'auteur. Alors, je choisis de conserver, de ne plus afficher ce message en espérant qu'il va disparaître. D'accord? Donc, malheureusement, j'ai un ordinateur i5, mais qui a une très faible carte graphique. C'est comme ça. J'ai essayé de me procurer une carte graphique qui est à la portée. Jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Alors, je m'excuse pour l'affichage de ce message. Bien, alors maintenant, s'il vous plaît, excusez cette petite introduction qui est un peu longue avant d'entrer dans le chapitre, mais c'est toujours comme ça lorsqu'on veut démarrer un nouveau travail. Bon, maintenant, on va passer. Le récit débute par une sorte d'amertume, une mélancolie, une question qui montre vraiment que l'auteur broie du noir, d'accord, en voyant, le narrateur plutôt, en voyant ces vieilles maisons en ruine, des maisons qui commencent à tomber en ruine, qui commencent à être détruites, qui sont maintenant très vieillies, d'accord, donc, il est amer en les regardant, en pensant à la vie qu'ils avaient autrefois et à celle qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ne sont plus habitées, ces maisons ne sont plus habitées que par les reptiles. Bien sûr, les reptiles, ce sont les serpents, les batraciens,
Les arachnides, toutes sortes d'araignées, de rongeurs. Les rongeurs, ce sont des petits animaux qui ont des dents qui croissent en continuité et qui doivent bien sûr toujours ronger des choses, manger des choses dures pour garder ces dents dans une certaine mesure. Vous en connaissez bien sûr, ce sont les rats, les souris, les lapins, ce sont des rongeurs. Et les myriapodes, c'est ce qu'on appelle les mille pattes, des insectes, de petits insectes qui mesurent à peu près 1 cm ou bien 2, mais qui ont beaucoup de pattes. Bien, alors on comprend que ce sont des maisons maintenant abandonnées. Et à côté de ces maisons maintenant, il y a des édifices, des villas somptueuses, très riches, très modernes, des complexes, des palais même. Donc ultra moderne, c'est-à-dire ce que je dis ultra moderne, c'est-à-dire très moderne. Copie conforme des bâtiments. Les bâtiments, ce sont les édifices des mégapoles. Les mégapoles, ce sont les grandes villes, celles qui dépassent les millions. D'accord? Du nord. Alors, il veut tout simplement dire que ce qui est classique commence à disparaître et ce qui est moderne commence à s'imposer. Et ce thème de la modernité, c'est un thème qui est récurrent dans les œuvres de Khaireddin, on le trouve dans les œuvres de Khaireddin, et surtout dans cette œuvre, c'est un thème, c'est parmi les thèmes majeurs de cette œuvre, parler de cette modernité qui commence à prendre le dessus sur les traditions, sur le monde traditionnel. D'accord ? Bien, alors, suivant un ordre descriptif, il a commencé par tout le village ou bien le patelin et il est passé à une maison. D'accord ? Il va maintenant raconter l'histoire du couple qui vivait dans cette maison. C'est un couple âgé, c'est un couple qui avait atteint la vieillesse, qui n'avait pas de descendance, pas d'enfants. Donc c'était un couple stérile. Et c'était un couple très normal, très effacé, un couple qu'on ne remarque pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient en silence. Ils ne faisaient rien de distingué qui puisse attirer l'attention. Et il va longuement décrire l'homme, parce que l'homme est le personnage principal, même si on a un couple dans le titre, mais l'homme est vraiment le personnage qui nous intéresse le plus dans cette œuvre. Donc l'homme avait longtemps sillonné. Sillonner, c'est faire des sillons comme lorsqu'on laboure la terre. Ça veut dire que on a longtemps vécu dans une place, on a longtemps fréquenté une place. Donc il a longtemps sillonné le nord, c'est-à-dire du Maroc, et une partie de l'Europe, à la recherche de la fortune. Une fortune suppositoire, mais il n'a pas trouvé cette fortune. Il s'appelait Bouchaïb, il est revenu chez lui pour vivre dans son patelin. Sa femme venait d'un village lointain, d'une autre montagne. Donc, leur village, c'était dans la première idée, je ne vais pas tout expliquer. Bien sûr, moi, je vous affiche les idées écrites et j'explique sans lire tout à fait ce qu'il y a écrit ici, mais à vous, bien sûr, de revenir sur ça, d'arrêter l'image et de lire à votre guise. Et la plupart du texte qui est écrit ici, c'est le texte original de Khaireddin. Je garde les idées telles que Khaireddin les a formulées, sauf lorsque je suis obligé de résumer une page ou bien 2 pages en une ligne ou bien 2, alors là, je résume avec mon propre style. Donc, maintenant, elle venait d'une autre montagne et eux, ils vivaient dans cette montagne et il a décrit que ils vivaient dans des maisons accrochées à même le roc sur le flanc de la montagne et ces maisons, elles surplombaient la vallée. Elle donnait sur la vallée qui est en dessous. Donc, Bouchaïb
n'était plus tenté par le nord, il n'aime plus aller au nord. Il est dégoûté de ce nord. Donc, les seuls voyages qu'il fait à présent, ce sont des voyages pour aller au Moussem annuel, comme celui de Ahmed ou Moussa, et le voyage quotidien pour aller au souk, hebdomadaire, c'est-à-dire de chaque semaine. Car le mot hebdomadaire signifie qu'il se répète chaque semaine. Bien, donc, il avait un âne sur lequel il allait à ces lieux, et il aimait beaucoup cet âne, l'auteur nous a dit comme un enfant, d'accord, et il ne le maltraitait jamais. Maintenant, les caractéristiques qui font de Bouchaïb un personnage distingué dans ce lieu. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est une description presque comme les descriptions de tous les gens qui habitent dans le patelin. Mais maintenant, il ne maltraite pas les chevaux, et les animaux, il les aime. Ça le différencie, parce que la plupart des gens battaient leurs ânes. Donc, Bouchaïb était un fin lettré. C'est un personnage très cultivé, il lisait beaucoup. Donc lorsque je dis fin lettré, c'est pas qu'il sait simplement lire et écrire, mais qu'il lit beaucoup. D'accord, il a beaucoup de manuscrits, des grimoires. Les grimoires, ce sont les très vieux livres. Donc, et c'était un bon croyant. Il fréquentait assidûment, c'est-à-dire sans s'absenter, la mosquée pour faire la prière. Il ne ratait aucune prière. Il tenait aussi la comptabilité de la mosquée. La mosquée a des biens. Les gens offrent des biens à la mosquée. Et ces biens sont des terres généralement qu'on cultive. Les gens du village cultivent la terre et la récolte va à l'imam et parfois à la réparation de certaines choses, à la restauration de la mosquée. Dans ce texte, les biens vont à l'imam du masjid et de la mosquée, et c'est Bouchaïb qui tient la comptabilité. Il a été un influx, c'est-à-dire un policier du village. Et c'était aussi l'écrivain public du village. Lorsque je dis par excellence ici, je veux surtout dire qu'il n'a pas comme métier écrivain, c'est quelque chose qu'il fait pour faire plaisir aux gens. Alors tous les gens du village, lorsqu'ils veulent écrire une lettre, ils la lui apportent, et lorsqu'ils reçoivent une lettre, ils la lui apportent bien sûr pour qu'ils la leur lisent. On murmurait, c'est-à-dire ça, ce sont des ragots, des racontards, des choses qu'on disait qui ne sont pas sûres. On murmurait qu'il avait été en prison, qu'il avait été emprisonné et qu'il avait été aussi soldat. Mais qu'il a déserté. Pourquoi? Parce que ce métier, le métier de soldat, déserter, c'est fuir l'armée pour ne plus être soldat. Il trouvait ce travail pénible, très dur et dangereux, alors il a déserté, il a fui l'armée. Tous ces racontards, tout ce qu'on disait, rien de tout cela n'était tout à fait juste. C'est-à-dire, il y a un fond de vérité dans tout cela. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on disait, mais ce n'était pas tout à fait ça. Donc, seul Bouchaïb connaît le secret de sa jeunesse. Ça veut dire que c'est une personne qui ne se confie pas beaucoup, qui ne raconte pas beaucoup ses secrets. C'est pour ça que les gens font des murmures, ils font des racontards. Pourquoi? Parce que le Bouchaïb ne leur a pas tout raconté. Alors, et lui, Bouchaïb, c'est une personne qui se fout des ragots. Les ragots, bien les racontards, ou bien les médisants, c'est ce que rapportent les gens. Ce que colportent les gens, d'accord? Donc, il sait. Pourquoi il n'accorde aucune importance aux ragots? Parce qu'il sait que les ragots, c'est la seule arme des ratés. Les gens qui ont raté leur vie, d'accord, n'ont pour arme que les ragots. Et c'est vrai, les gens qui sont toujours à critiquer, toujours à rabaisser les gens, toujours à murmurer sur les gens, toujours à faire des remarques acerbes, ce sont des gens généralement qui sont des ratés, des gens qui n'ont rien fait de leur vie et qui se
venge sur les autres et qui déteste surtout la réussite des autres. Lorsqu'il voit quelque chose de réussi, il commence à chercher la petite bête, à chercher la petite remarque pour critiquer, bien sûr. On ne peut pas faire un travail sans faire de petites erreurs, sans assimiler de petits inconvénients, d'accord? Alors les bonnes gens regardent ce qui est bon et les mauvaises gens, elles regardent simplement les torts, les travers, les petits inconvénients, d'accord? Et toute personne avisée n'accorde jamais d'importance au ragot des autres, petite remarque des autres. Donc, je passe. Oui, s'il vous plaît, peut-être que l'on va croire que j'ai dit ces choses-là pour des remarques sur ma chaîne. Donc, je peux vous assurer que la quasi-totalité des remarques que je reçois sont de bonnes remarques. Je reçois des merci. Et c'est à mon tour de dire un grand merci à tous ceux qui me l'envoient. Peut-être que je ne réponds pas à tous les merci de tous les gens parce que maintenant la chaîne commence à être connue. Je commence à avoir beaucoup de commentaires. Le nombre de commentaires ajoutés à ma mauvaise vue fait que je ne puis répondre à tous les commentaires, alors je m'en excuse et j'exprime ici toute ma gratitude à toutes les bonnes gens qui m'écrivent des choses, et je dis les bonnes gens et les mauvaises gens parce que le mot gens peut être dit. Les bons gens et les bonnes gens, et le mieux c'est de dire les bonnes gens. C'est un mot qui supporte un masculin et un féminin. Donc, alors je crois que j'ai pas dit quelque chose ici, c'est ça, en bas. Donc, il avait une échoppe, un magasin à Mazagon, et ce magasin, il l'avait loué à un garçon. Avant de revenir chez lui, il l'avait loué. Alors, ce garçon lui envoie chaque mois un mandat, le prix du loyer, et ce mandat, il permet à Abou Shaib de vivre très bien, là où il est, dans ce peu... Excusez-moi, j'ai un hic maintenant qui m'empêche de parler de façon continue. Donc, avec cet argent, il peut vivre à l'aise. Pourquoi? Parce que là où il vit, la vie est simple, ça ne demande pas beaucoup de dépenses, et ça lui permet d'acheter de la viande plusieurs fois par mois. Avec cette viande, sa femme lui prépare de très bons, de délicieux tagines, d'accord, et qui sont toujours préparés selon un rituel. Alors l'auteur va passer ici de la vie habituelle pour rentrer maintenant dans une situation spécifique, d'accord? Il va commencer maintenant à raconter ce qui se passe au fur et à mesure que les événements se passent. Alors, il va nous parler maintenant d'un dîner qui va être préparé par la femme, et il va parler du rituel. Alors, la femme, elle va préparer le tagine, d'accord? Et l'homme, elle prépare d'abord le thé, d'accord? Elle le donne à l'homme prend le thé, commence à fumer, d'accord? Et il commence à rêvasser. D'accord? Donc, il plonge dans un long monologue, d'accord? Et c'est le contenu de ce monologue qu'on va voir là. Après ce monologue, ce sera un dialogue avec sa femme. Donc, tout ce qu'il va nous dire maintenant l'auteur, ce sont les pensées de Bouchaïb et le dialogue avec sa femme. D'accord? Alors, le rituel, c'est toujours comme ça. Le thé, lui, il commence à monologuer. Sa femme met le tagine sur le brasero à cuire. Et elle vient s'asseoir à côté de lui. Ils boivent le thé en devisant, en parlant. Ensuite, le dîner est prêt. Ils dînent. Après le dîner, ils préparent de nouveau le thé. Et après le thé, après avoir parlé un peu, ils vont s'endormir. Alors,
c'est la description du rituel, je viens de vous le décrire maintenant. Passons maintenant au monologue, au long monologue. Avant cela, c'est la description. Donc, l'auteur a parlé de Bouchaïb, ensuite il est passé à la vache qu'il possédait et à la relation qu'il y avait entre la vache et la femme. La vie de la femme se réglait à peu près toutes ses activités se réglaient sur celle de la vache. Toutes deux font le labour, toutes deux, c'est avec la vache qu'elle obtient son lait, d'accord? Donc, qu'elle fait sa moisson, avec l'âne. Donc, maintenant, je tiens à souligner ici que l'auteur veut nous montrer que la femme, dans le monde campagnard, n'était pas vraiment en réclusion comme celle de la ville. D'accord ? On parle beaucoup de la réclusion de la femme musulmane, mais on oublie de dire que c'était surtout les femmes qui habitaient les villes qui étaient récluses, qui ne pouvaient pas beaucoup sortir de leur foyer. Ou bien les femmes de la campagne, depuis fort longtemps, ce sont des femmes très libres, des femmes qui sortent, qui travaillent dans les champs. D'accord ? Donc, c'est le contraire de l'idée qu'on donnait de la femme dans le passé, sans bien sûr oublier le nombre d'inégalités dont elle souffrait. Je ne veux pas dire que dans le passé la femme vivait très bien, je parle seulement de ce point parce que la femme, on ne lui permettait pas d'accéder à l'école, l'homme avait des droits que la femme n'avait pas, donc je ne tiens pas à bafouer les droits de la femme, d'accord, ou bien le droit à la réclamation d'une liberté qui a eu lieu à la fin du XXe siècle, toute la fin de la deuxième moitié du XXe siècle. Maintenant, il parle là de la corvée d'eau. La vieille allait chaque matin 2 fois au puits pour puiser de l'eau et elle arrosait n'oubliez jamais d'arroser un peu quelques herbes qui étaient devant la maison. Ensuite, il nous dit que le couple était stérile. Il va parler maintenant des pensées de Bouchaïb à propos de cette stérilité. Chose dont tout le monde se désolait. Tout ce village se désolait que Bouchaïb et sa femme n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, je m'excuse. Et maintenant, on n'ose pas en parler. Personne n'osait en parler à Bouchaïb. On n'abordait pas le sujet avec lui. D'accord ? Eux, ils se désolaient, mais pour Bouchaïb, ils n'étaient pas désolés du tout. D'accord ? Donc, eux, ils croyaient que Bouchaïb était à plaindre parce que sa lignée, la lignée, c'est la descendance, c'est les enfants et les enfants des enfants. D'accord ? Ils se désolaient parce que la lignée de Bouchaïb allait être coupée, mais Bouchaïb, il pense que toutes les lignées seront coupées. Car toute lignée avait une fin, puisque tout ce monde a une fin, et il s'accommodait de cela. Il se disait, toutes les lignées vont avoir une fin tôt ou tard. D'ailleurs, à quoi bon avoir des regrets ? Donc, Bouchaïb se dit qu'il ne peut pas redevenir jeune, c'est au paradis qu'il va redevenir jeune, mais dans ce monde-ci, il ne le sera jamais. Donc, à quoi bon se désoler de quelque chose qu'on ne peut pas corriger ? De plus, le portrait qu'on a de Bouchaïb dans cette œuvre est celui de quelqu'un, même s'il redevenait jeune, il aimait bien sa femme, et je crois que même s'il redevenait jeune, il ne se marierait pas avec une autre femme pour avoir des enfants. Donc, il n'avait donc aucun regret, pas la moindre amertume. Au contraire, il se sentait très heureux. Donc, d'ailleurs, c'est le monologue maintenant. Nous sommes dans le monologue de Bouchaïb. D'ailleurs, il n'était pas des personnes qui aimaient avoir beaucoup d'enfants, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que les enfants faisaient trop de bruit, car ils vous empêchaient de vivre dans le calme. Ensuite, ils étaient source de problèmes avec les voisins. Ensuite, il va parler aussi d'un autre point.
très important pour l'auteur. Donc, c'est que les gens-là vivent dans la misère et qu'ils n'ont aucun avenir à offrir à leurs enfants. Les perspectives dans ce monde étaient vraiment très fermées. Donc, la seule opportunité qu'ont les enfants est de s'en aller vers le nord du Maroc ou bien l'Europe, et ne plus revenir. Les plus chanceux d'entre eux arrivaient en Europe pour travailler dans les mines, faire un travail très, très difficile. Ceux qui vont à Casablanca surtout, la capitale économique du Maroc, ceux qui vont à Casablanca, ceux qui ont vraiment de la chance parmi eux, ce sont ceux qui sont pris par des épiciers qui leur apprennent le métier et qui eux-mêmes arrivent à avoir leur propre magasin plus tard. Ils deviennent eux aussi épiciers et ils vivent un peu dans l'opulence. Ils gagnent suffisamment d'argent pour bien vivre et ils vivent de façon reposée, alors que les autres, ceux qui n'ont pas été encore accueillis par des épiciers, ceux-là, ils ont vraiment des travaux très difficiles. Sa femme lui pose la question et lui dit: à quoi tu penses? Sa femme maintenant, elle a déjà mis le tagine sur le brasero pour qu'il cuise, et maintenant elle est venue, elle pose à son mari: à quoi tu penses? Alors lui, il lui parle de ce qu'il pensait vraiment, d'accord? Il lui dit: je pense à tous ces gens qui ont beaucoup d'enfants, qui ne peuvent rien leur offrir, et donc les enfants sont obligés d'aller au nord. Elle lui dit: tu sais, moi, je suis une grand-mère sans petits-enfants. C'est-à-dire, elle n'est pas vraiment une grand-mère, c'est une façon de parler, d'accord? Il lui dit: je suis une grand-mère sans petits-enfants et je suis heureuse comme ça. Il lui dit: moi aussi, je suis heureux comme ça. D'accord? Donc, pendant le dîner, chacun raconte sa journée, il lui parle de sa journée en mosquée, il lui parle de ce qu'elle faisait avec sa vache et le reste. Et ensuite, elle lui a parlé d'un chat sauvage qui dévorait ses poules. Et elle lui demande ce qu'il va faire, ce qu'il allait faire à ce sujet. Donc lui, il lui dit: je vais poser un piège. Il lui dit: mais tu as déjà posé un piège et tu n'as réussi à attraper qu'un coq. Il lui dit: non, cette fois je vais poser le piège dans une place bien éloignée de la volaille, là où les poules et les coqs ne peuvent pas accéder. Elle lui dit merci. Et lui, à son tour, il lui demande ce qu'il va faire pour la moisson, parce que l'année est bonne et la saison de la moisson, des fauchages, de la récolte du blé de reste, la saison de la moisson approche. Qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit: tu sais, il y a beaucoup de filles qui peuvent m'aider, je vais en chercher une et nous allons moissonner notre champ. Nous arrivons maintenant à la fin de ce chapitre. Il continue à parler un peu après avoir préparé le thé. Après le dîner, ils ont préparé le thé, ils ont siroté leur thé en parlant un peu, et à un certain moment, ils sont allés s'allonger l'un à côté de l'autre pour s'endormir. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, et merci pour votre attention.